Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième semaine de votre formation en didactique des langues. Je suis ravie de vous retrouver. Cette semaine, nous allons parler des différents types d'objectifs, comment faire en sorte qu'ils aient du sens et de l'impact sur la construction de vos progressions annuelles, de vos séquences, projets ou séances, et par conséquent, sur la progression de vos élèves. Nous verrons donc comment déterminer et différencier les objectifs, comment partir des objectifs pour construire le projet et ensuite, à partir du projet, déterminer de nouveaux objectifs. Nous verrons également comment détailler les objectifs en termes de compétences, comment formuler ces objectifs. Nous ferons un petit aparté sur les objectifs cognitifs et la manière d'équilibrer tous ces objectifs. Así que empecemos ya. Quand on prépare une séance ou une séquence, souvent on se demande qu'est-ce que mes élèves vont apprendre aujourd'hui? Qu'est-ce que je voudrais qu'ils apprennent? Cependant, cette question nous amène à déterminer un objectif d'enseignement très large, alors que la question primordiale que devrait rajouter l'enseignant de langue dès l'instant où il envisage de préparer un cours, c'est pourquoi faire? Le portfolio européen pour l'enseignement des langues en formation initiale, le PE-PELF, nous dit la préparation des cours ou des cycles d'enseignement repose sur les questions didactiques fondamentales suivantes. Pourquoi, quoi et comment? Pourquoi doit-on se centrer sur un objectif d'apprentissage particulier? Quel matériel choisir et comment utiliser le matériel d'apprentissage? Autrement dit, tous les choix des enseignants lorsqu'ils planifient des activités dépendent en priorité des objectifs d'apprentissage, le pourquoi, objectif pédagogique, objectif d'enseignement, tous répondent au pourquoi. Dans un deuxième temps, ces choix dépendront du contenu, le quoi, et de quel matériel et quelles activités je vais mettre en place, le comment. Pour commencer, voyons comment différencier tous les objectifs. En effet, il existe différents types d'objectifs avec parfois des utilisations différentes selon les publications que vous pouvez lire dans Didactique des langues. Nous allons donc clarifier les termes qui seront utilisés dans ce cours en accord avec le Conseil de l'Europe. Commençons par l'objectif d'apprentissage, qui est ce que l'élève doit être capable de faire ou de savoir à la fin d'une progression annuelle ou d'une séquence d'enseignement. Ce sont donc les résultats qui sont attendus. En général, ils sont déterminés par le contexte social et éducatif, c'est-à-dire dans le cas de l'éducation nationale, par exemple, les programmes nationaux, hein, le programme d'une formation, quel qu'il soit. Par exemple, en France, les programmes nationaux découlent des documents internationaux, c'est-à-dire du CECRL, comme on a vu dans la semaine précédente. Les objectifs généraux des apprenants sont ceux déterminés par l'apprenant, c'est-à-dire les compétences globales et larges qu'un apprenant va chercher à acquérir. Par exemple, pour entrer dans une école de commerce, l'étudiant va devoir justifier d'un niveau B2 en anglais ou en espagnol. Dans le cas des élèves en formation initiale, cycle 1 au lycée, hein, au cycle 5, ils sont, eux, imposés par les programmes de niveau. Exemple, le brevet des collèges, en langue vivante B ou 2, les élèves doivent atteindre le niveau A2 dans au moins deux activités langagières. Donc l'objectif général de l'élève de troisième, c'est d'obtenir son brevet et donc d'obtenir ce niveau A2 dans au moins deux des activités langagières. Les besoins spécifiques des apprenants sont les motivations, les lacunes ou les contextes particuliers qui peuvent influencer l'apprentissage de chacun des élèves. Exemple, un étudiant de langue en tourisme aura des besoins qui sont spécifiques et des motivations complètement différentes hein, d'un étudiant en commerce ou en sciences, au collège ou en lycée. Un enseignant qui travaillerait dans une école de commerce, par exemple, va proposer un cours spécifique sur l'espagnol du commerce. Dans tous les cas, même si ces trois types d'objectifs ne dépendent pas forcément de l'enseignant, ou pas directement en tout cas, sauf si évidemment l'enseignant est un formateur indépendant qui choisit les cours qu'il souhaite proposer. Mais dans tous les cas, en approche actionnelle, on partira de ces besoins-là pour construire les tâches ou les projets. Voyons maintenant les objectifs qui, eux, sont déterminés par l'enseignant. Un objectif d'enseignement est choisi par l'enseignant et c'est ce qu'il va mettre en place pour permettre aux élèves d'atteindre les objectifs d'apprentissage. C'est donc l'action de l'enseignant et la manière dont il va organiser sa séquence pédagogique. Donc voici un exemple concret. Pour permettre aux élèves de réserver une chambre d'hôtel, l'enseignant devra déterminer les besoins linguistiques, pragmatiques et socioculturels dont aura besoin l'élève pour réaliser la tâche.
Et pour terminer, l'objectif pédagogique. Il est formulé à partir des objectifs d'enseignement que nous avons vus dans la diapositive précédente, mais il décrit le résultat attendu en termes de comportement de l'apprenant. Il est très précis, se décompose assez souvent en plusieurs étapes. Il sert de feuille de route qui va guider l'ensemble de la séance ou de la séquence. Attention, le CECRL, lui, ne va pas différencier les objectifs d'apprentissage et les objectifs pédagogiques, puisque les objectifs pédagogiques font partie des concepts qui relèvent de la didactique et de la planification des cours, qui en réalité sont des applications du CECRL. Donc le CECRL va plutôt utiliser le terme objectif d'apprentissage, et c'est au professeur de transformer cet objectif d'apprentissage en objectif pédagogique en se servant de ces objectifs d'enseignement. Un exemple d'objectif pédagogique serait: à la fin de la séance, les élèves en binôme seront capables de simuler une conversation téléphonique pour réserver une chambre d'hôtel en utilisant au moins 3 expressions du nouveau vocabulaire. Donc l'enseignant de langue, pour construire son projet ou sa séquence, va devoir partir tout d'abord des objectifs d'apprentissage, l'objectif général de l'apprenant et son besoin spécifique. Un exemple très concret de projet où la tâche finale est guidée par les objectifs. Imaginons que je souhaite travailler sur les objectifs d'apprentissage suivants. Pour une classe de troisième, fin du cycle 4, le programme nous dit qu'en interaction orale et écrite, l'élève doit être capable de participer à un échange simple et de réagir à des informations. Ce programme, bien évidemment, est issu du CECRL. Quel est l'objectif général de l'apprenant? L'apprenant veut atteindre niveau A2, il a au moins 2 activités langagières, on l'a vu, pour l'obtention de son brevet en fin de troisième. Et les besoins spécifiques de l'apprenant dans le cadre de l'enseignement général. L'élève a besoin d'être capable de communiquer de manière simple sur des sujets de son quotidien avec des gens de son environnement immédiat lorsqu'il voyage ou participe à des projets nationaux. Dans le but d'atteindre ces objectifs, l'enseignant va donc mettre en place un projet, par exemple un projet e-twinning. Voici le projet et la tâche finale. Dans le cadre du projet e-twinning avec les camarades italiens et espagnols, nous allons réaliser ensemble un voyage scolaire à Madrid. Par équipe transnationale, vous allez devoir interagir sur le forum avec les autres élèves du projet pour vous mettre d'accord sur une visite ou une activité de loisir à faire ensemble pendant le séjour. Vous devrez faire un choix, le justifier, proposer un lieu et un horaire et convaincre l'enseignant que votre activité est la plus intéressante afin qu'elle soit sélectionnée et organisée pendant notre séjour. Si on n'a pas décidé de réaliser un voyage scolaire sur cette année-là, on peut parfaitement envisager un échange virtuel, aussi via la plateforme eTwinning, et la visite dans ce cas-là où l'activité serait virtuelle. À partir de là, on repart donc du projet pour déterminer les objectifs suivants, c'est-à-dire les objectifs d'enseignement. L'enseignant va donc décomposer la tâche afin que l'élève soit en mesure de réaliser cette tâche. Attention, les enseignants ont souvent tendance à confondre les objectifs d'enseignement et les objectifs pédagogiques. Mettons-nous bien d'accord que les objectifs d'enseignement correspondent au quoi, c'est-à-dire que dois-je leur enseigner pour qu'ils puissent faire cette tâche. Dans notre cas, il y a des objectifs, des activités langagières et de correspondance avec le CECRL. Par exemple, en compréhension de l'écrit, ils vont devoir chercher et trouver des informations dans des articles de presse, des sites internet, des lieux à visiter, des sites commerciaux qui proposent des activités. Un des descripteurs du CECRL, lire pour s'informer, nous dit identifier l'information pertinente dans des écrits simples tels que les lettres, des brochures ou de courts articles de journaux décrivant des événements. Je vais donc devoir les entraîner à comprendre ces articles. Un autre objectif en interaction écrite, comprendre les opinions de leurs camarades sur le forum et réagir. Le CECRL nous dit conversation et discussion en ligne au niveau A2 peut s'engager dans une communication sociale simple en ligne. Là aussi, je comprends bien qu'il va falloir que je les entraîne à interagir avec leurs camarades. Et puis, ils vont devoir présenter le projet au professeur et le convaincre que cette visite ou cette activité, c'est la meilleure. Donc ici, on est dans de l'expression orale. Le descripteur du CECRL, s'adresser à un auditoire au niveau A2, peut faire un bref exposé répété sur un sujet relatif à sa vie quotidienne et donner brièvement des justifications et des explications pour ses opinions, ses projets et ses actes. Je vais donc pouvoir décliner ces objectifs en compétences
à acquérir. En tant que professeur de langue vivante, hein, nous sommes généralement familiarisés avec les quatre grandes familles de compétences de communication. Mais attention, beaucoup les confondent avec les objectifs. Selon le cadre, l'élève est un acteur social, il va vouloir ou devoir accomplir une tâche qui correspond à un but ou un besoin, qui est l'objectif, et va devoir développer des compétences nécessaires à l'acte. Et ce sont les compétences communicatives. Il faut bien comprendre qu'elles servent les objectifs pédagogiques, elles n'en sont pas elles-mêmes. Par exemple, en compétences grammaticales, bah, il faudra que les élèves soient capables d'aborder le conditionnel, des verbes estar, poder, deber, ou connaître l'emploi de ser avec un adjectif. Sur le plan lexical, il va devoir maîtriser le vocabulaire des loisirs et des lieux à Madrid, également les horaires, hein, puisqu'ils doivent parler d'horaires. Sur le plan de la phonologie, connaître l'accentuation du conditionnel, l'accent de mots et l'accent de phrase, et quelques compétences pragmatiques, soit à réactiver, soit à approfondir, comme l'expression de l'opinion, l'expression de la suggestion, l'expression de la justification, et puis argumenter et convaincre. L'objectif culturel qui rentre évidemment dans le programme, hein, en question de la classe de troisième, la ville de Madrid, capitale de l'Espagne, les lieux emblématiques, le mode de vie et les horaires. À partir de là, il ne nous reste plus qu'à adapter tous ces objectifs en objectifs pédagogiques. Ici, je vais vous donner des exemples d'objectifs pédagogiques de séance. Évidemment, on fera la même chose pour les objectifs pédagogiques de séquence. Alors, premier exemple, à la fin de la séance, les élèves seront capables de relever au moins 3 activités dans un article de presse de 200 mots sur la ville de Madrid. Et toujours pour peut-être la même séance, mais à la fin de la séance, les élèves seront capables d'exprimer ce qu'il serait bien de faire ou visiter, ce qu'ils pourraient voir ou devraient regarder, en utilisant 3 verbes au conditionnel. Vous voyez que dans ces objectifs pédagogiques, on mélange l'activité langagière, la compétence grammaticale, lexicale, pragmatique, et on a un objectif qui est concret. À ce stade, on a donc déterminé le pourquoi, les objectifs, le quoi avec les compétences à acquérir. Il nous restera à déterminer le comment, et ça, nous le verrons un petit peu plus tard. Vous l'avez donc compris, on ne peut pas aujourd'hui choisir un document en fonction d'un objectif grammatical, décider que l'objectif culturel en découlera et se dire que nous verrons bien un petit peu plus tard quel objectif pragmatique nous allons choisir. Et c'est très souvent ce qui pénalise les candidats dans les concours ou lors des inspections, où on voit que la séquence n'est pas cohérente par rapport aux objectifs et qu'on a choisi un document parce qu'il nous plaisait beaucoup, parce qu'on pense que les élèves vont l'adorer, mais il ne sert pas les objectifs de notre projet. Alors pour que vous compreniez comment il est plus facile de formuler ces objectifs pédagogiques, je vais vous parler du modèle SMART. Le modèle SMART, il est assez peu connu des professeurs de langue, hein, il est même rarement évoqué dans les cours de didactique des langues, mais il est très utilisé en formation professionnelle ou par les porteurs de projets en entreprise pour formuler des objectifs. Alors ici, nous, on va voir comment formuler les objectifs pédagogiques. Le modèle, il va vous permettre de savoir si cet objectif, il est bien adapté à la tâche proposée, et en l'occurrence après au document, et pourra servir à déterminer les critères d'évaluation également de la séquence. Donc SMART, pourquoi? Ce sont tout simplement les initiales, hein, du mot. S, spécifique, clair et ciblé. M, mesurable, c'est-à-dire qu'on peut l'observer et l'évaluer. A, il est atteignable, il est donc adapté au niveau des élèves, hein. R, réaliste, alors réaliste avec le T, temporel, c'est-à-dire qu'il est en lien avec le temps et les moyens disponibles. Et donc le T, c'est le temps imparti, c'est-à-dire la séance, la séquence sur 5-6 séances, etc. C'est un bon moyen, hein, de vérifier que nos objectifs sont bien formulés. Alors voilà un exemple, hein, pour formuler un objectif de séance. Il doit être évidemment simple et il est préférable d'avoir 2 ou 3 objectifs SMART par séance plutôt qu'une longue liste, hein, d'objectifs qui seraient très généraux et qu'on ne pourrait pas atteindre. Exemple, les élèves comprendront un texte, bien évidemment, ce n'est pas un objectif pédagogique. Il est beaucoup trop vague. Par contre, à la fin de la séance, les élèves seront capables de relever au moins 3 informations factuelles dans un article de presse de 200 mots sur un sujet d'actualité. On voit que cet objectif est spécifique, c'est-à-dire ils sont capables de relever des informations. Il est mesurable parce que je peux vérifier qu'ils ont bien 3 informations factuelles. Est-ce qu'on peut l'atteindre? Oui, en une séance, c'est tout à fait, faisable, hein. Est-ce qu'il est réaliste par rapport à un niveau A2? Tout à fait, c'est que relever des informations. Et est-ce que c'est réalisable, surtout au niveau temporel, c'est-à-dire à la fin de la séance? Complètement, on peut faire ça en une seule séance. Donc petit conseil, servez-vous de ce modèle SMART
lorsque vous préparez vos séances ou vos séquences d'inspection ou lors des concours. Alors maintenant, pour atteindre ces objectifs pédagogiques, il va falloir déterminer le comment. À partir de ce moment-là, on va pouvoir choisir les supports, les tâches et les micro-tâches. Mais avant de parler de tout ça, il me semble assez important de rappeler que la mémorisation passe aussi par un processus cognitif qui est complexe. Et il y a un autre outil hein, qui peut vous aider à déterminer ces étapes qui vont vous permettre de mener les élèves à la mémorisation. C'est la taxonomie de Bloom qui distingue 6 paliers d'apprentissage qui va du plus simple au plus complexe. Alors, pour gagner en efficacité dans le choix des supports et dans votre planification de séance, moi, je vous conseille d'utiliser cette taxonomie qui permettra de mieux ancrer les apprentissages chez les élèves. Alors, bien évidemment, ces paliers vont s'atteindre hein, sur plusieurs séances. Et le dernier est la tâche finale, puisque c'est la création. Ici, dans notre cas, on pourrait envisager les 2 premiers paliers pendant la première séance, puisqu'il s'agit de mémoriser, c'est-à-dire on va, imaginons, découvrir et apprendre 10 noms communs ou adjectifs pour nommer les activités et les qualifier. Dans notre exemple de projet, una visita, un museo, un parque, un pique-nique, un juego de escape, génial, aburrido, emocionante, divertido, puisqu'ils doivent le qualifier, on a aussi des adjectifs. On va, dans cette même séance, faire un point grammatical sur la différence entre ser et estar, pour par exemple parler de ser plus adjectif. Dans une troisième ou une autre séance, on pourrait appliquer ce qu'ils ont vu dans la première séance en leur faisant rédiger une affiche dans laquelle ils vont réutiliser le vocabulaire et la qualification avec le ser plus adjectif. Le palier analysé, on peut imaginer que dans une séance, on leur fait travailler la compréhension de l'écrit, où ils doivent comparer 2 articles qui qualifient des lieux et des activités, et donc on va revoir à nouveau certains mots de vocabulaire ou le self plus adjectif. Pour le palier évalué, on peut imaginer une évaluation par les pairs, c'est-à-dire que les élèves réalisent des affiches hein, basées sur 3 critères, lexique, émotion, originalité. On peut ensuite leur demander d'évaluer les affiches de leurs camarades avec des vignettes à coller en dessous d'une affiche, enfin, de diverses manières, hein, on pourrait mettre en place cette évaluation par les pairs. Et puis, ce dernier palier, c'est généralement le projet ou la tâche finale. Et les différents paliers doivent conduire les élèves à la réussite de cette tâche finale. Et le palier précédent nous permet de faire un peu de remédiation dans le cas où on voit que les objectifs n'ont pas été atteints. On le fera bien évidemment avant la tâche finale. Donc, je tiens à insister sur le fait qu'on ne peut pas attendre des élèves à qui on aurait donné une liste de vocabulaire dans la première séance et puis qu'on n'a pas du tout réutilisé ce vocabulaire ni ce point de grammaire au fil des séances. On ne peut pas attendre qu'en tâche finale, ils soient capables de réutiliser tout ça ou de faire une évaluation de vocabulaire 2 ou 3 séances plus tard et espérer qu'ils vont complètement maîtriser ce vocabulaire ou être capable de le réutiliser ou de le remployer dans une tâche. Ça, c'est pas possible. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit encore très souvent en cours de langue, avec des professeurs qui se disent que les élèves travaillent de moins en moins, ne mémorisent pas, n'apprennent pas, que le travail personnel est insuffisant, etc., mais ne remettent pas en question leur pratique pédagogique. Et à mon sens, c'est un petit peu dommage. Alors bien sûr, hein, tout n'est pas toujours de la faute de l'enseignant. Parfois, vous pouvez mettre en place tout un tas d'activités, de tâches, d'objectifs, tout bien ciblés, etc. Et avoir des élèves qui ne sont pas motivés, n'ont pas envie de travailler, etc. Ça, on est bien d'accord qu'on a tous rencontré ce type d'élèves et que si notre construction de projet est bien ficelée, qui suit bien les objectifs avec des tâches qu'on a essayé en tout cas d'être le plus intéressante possible, parfois on ne peut pas faire grand-chose et le constat, ben, c'est que l'élève n'a pas travaillé ou n'a pas voulu réaliser la tâche correctement ou a baissé les bras parfois dans des niveaux antérieurs et on n'arrive pas toujours à motiver tous les élèves. Avant de conclure, je voudrais également insister sur le fait que les objectifs devront être équilibrés. J'ai souvent vu lors des visites conseils des enseignants en année de validation ou des stagiaires dont j'ai été la tutrice, des séances entières basées sur un seul point de grammaire ou un objectif culturel. Tous les objectifs ne doivent pas être présents évidemment dans chaque séance. Par contre, dans une séquence, il doit y avoir
des objectifs divers et variés et au sein d'une séance, au moins 2 ou 3 objectifs différents ou compétences différentes. Pour conclure, je dirais que, il est parfois difficile de remettre en question, les certitudes qu'on peut avoir et les pratiques d'enseignement. Je suis passée par là en début de carrière. C'est vrai qu'on voit passer de nombreuses séquences, hein, sur les réseaux qui restent ancrées dans des approches qu'on a connues en tant qu'élève et on sait bien qu'elles n'étaient pas efficaces. On est assez conscient que personne n'a jamais parlé anglais en apprenant des listes de verbes irréguliers ou en sachant réciter la conjugation du verbe être au subjonctif imparfait. Et c'est pourtant malheureusement ce qui se fait encore dans de nombreux cours. Autre chose aussi dont je voulais vous parler, on a parlé des séquences, mais il va falloir bien sûr prévoir sa progression annuelle. Alors comme la séquence, les objectifs devront être équilibrés, hein, nous l'avons vu, mais surtout il est recommandé par nos institutions de réfléchir aux progressions de manière spiralaire. C'est-à-dire que les programmes d'enseignement sont déjà prévus dans ce sens, hein, c'est à vous d'inclure des objectifs de réactivation et d'approfondissement dans chaque séquence, voire dans chaque séance, afin de pouvoir construire cette progression annuelle et d'atteindre les objectifs annuels ou certificateurs dans le cadre d'un examen ou d'un concours. Comme chaque semaine, et bien maintenant c'est à toi. Voici donc les questions, les thèmes de réflexion que je vous propose pour échanger sur le forum avec vos pairs. Quel type d'objectif est selon vous le plus souvent négligé dans l'enseignement des langues et pourquoi? Pensez-vous qu'on ne peut pas toujours préparer les séquences à l'avance et que, dans l'urgence, on peut choisir un support pour le cours du lendemain et construire sa séquence quand on le pourra? Proposez des exemples d'objectifs d'enseignement accompagnés des objectifs pédagogiques. Et avez-vous construit une séquence complète basée sur des objectifs? Vous pouvez partager votre expérience, nous dire ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, comment vous amélioreriez votre séquence à partir de ce que nous avons vu aujourd'hui. Eh bien, moi, il me reste à vous dire hasta pronto. Nous nous retrouvons sur le forum et je vous souhaite une belle semaine d'apprentissage.